Donc, l'idée, c'est d'introduire la modalité de transfert monétaire avec différents objectifs pour la présentation, de se familiariser vraiment avec ce que sont les transferts monétaires, de comprendre les enjeux de ces transferts monétaires et notamment parler pas mal des mythes et réalités qu'on peut entendre autour de cette notion et de vous illustrer l'utilisation de cette modalité dans quelques programmes menés par la CRF. Donc, juste pour vraiment clarifier les choses, ce n'est pas du tout une présentation qui est vouée à être une formation technique, donc on n'ira pas dans le détail, on restera assez général. Voilà. Du coup, s'il y a besoin, et on a déjà émis l'idée de pouvoir aller plus loin et plus en profondeur et de pouvoir éventuellement réaliser une formation sur les transferts monétaires, on pourra en discuter à la fin et voilà, en fonction des besoins et des demandes, c'est quelque chose qui peut être envisagé, mais là, en tout cas, ce n'est pas du tout l'idée de cette présentation. Donc, ceux qui ont déjà des notions, ça peut paraître voilà, un peu léger, mais c'est vraiment pour vous sensibiliser à cette notion. Voilà, pour clarifier les choses. Donc, pour commencer, pour vous introduire un peu cette notion, quand on parle de transfert monétaire, je vais reprendre un petit volet historique et de contexte. Du coup, globalement, dans le cadre de l'action humanitaire, pour assurer une assistance via le transfert d'argent, c'est devenu l'un des principaux outils pour soutenir les populations dans leur processus de survie et de relèvement après une catastrophe. Et finalement, quand on dit que c'est une innovation, c'est assez faux, puisque finalement, l'argent sous forme d'aide a vraiment une longue histoire. Ça a commencé par la Croix-Rouge lors de la guerre franco-prussienne dans les années 1870. Donc, on voit que ça date déjà de plus d'un siècle, en réponse à la famine dans l'Inde du 19e siècle et au Botswana dans les années 1980. Et finalement, dès ces événements, les fonds étaient fournis par des acteurs nationaux, tels que le gouvernement ou la société civile, ou alors par les principales organisations internationales, comme les organisations onusiennes, ou par le mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge et les ONG. Et finalement, ce qui est nouveau, c'est son importance croissante au cours des dernières décennies, avec différentes temporalités, du coup, on va dire de montée en puissance. Dans les années 70-80, on avait plutôt une tendance à faire la distribution en direct, donc ce qu'on appelle les distributions en nature, la modalité d'assistance en nature par rapport à la modalité de transfert monétaire. Et ça avait deux objectifs. D'une part, de souvent vider les stocks de l'Europe quand il y avait de la nourriture excédentaire pour garder des prix élevés en Europe du fait des subventions agricoles pour maintenir les prix et qu'il n'y ait pas un effondrement du marché. Du coup, on évacuait nos stocks et on en faisait don pour répondre à certaines crises, d'autant plus qu'on considérait souvent que les crises alimentaires étaient dues à l'absence de nourriture et que c'était vraiment un problème de manque de disponibilité sur place et on n'entendait pas du tout une crise alimentaire comme une problématique d'accès à cette nourriture qui pouvait potentiellement être disponible, mais pas forcément accessible pour les ménages les plus pauvres pour se la procurer. Ça a évolué un peu dans les années 90, puisqu'il y a un certain nombre de chercheurs, notamment anglo-saxons, qui étaient sur la recherche-action dans le domaine humanitaire, qui ont commencé à promouvoir et à montrer que finalement les transferts monétaires pouvaient être une forme d'assistance humanitaire ou de développement qui était beaucoup moins bureaucratique et plus axée vers la dignité et l'autonomie des personnes affectées, et qu'on commençait du coup à soutenir et à stimuler finalement cette forme d'assistance humanitaire qui avait en plus l'avantage de potentiellement stimuler les économies locales. Et du coup, c'est là que les donateurs anglo-saxons, au début, ont commencé à faire la promotion de cette modalité d'assistance dans les types humanitaires, dans les crises humanitaires. Et le gros tournant, c'est finalement 2004, lors du tsunami dans l'océan Indien, qui a eu un gros tournant de la part de la communauté internationale, que ce soit dans la part de ceux qui mettaient en œuvre le projet et dans la vision des différents bailleurs, qui ont, on va dire, vu à grande échelle les effets
dans la reconstruction et dans la réponse à cette crise de l'utilisation de la modalité de transfert monétaire. Globalement, voilà, il y a eu une prise de conscience. C'était une aberration de faire venir, je vais la faire de façon très caricaturale, mais juste pour vous donner l'image, et je pense qu'on retient bien la chose. Le tsunami a vraiment touché toute la côte et a détruit les moyens de production, les moyens d'existence, donc les barques des pêcheurs, les rizières qui étaient sur la côte, les infrastructures routières, les stocks, les marchés, etc. Mais toutes les zones à l'intérieur des terres étaient totalement en état et fonctionnelles. Et il y avait du riz, globalement, à disposition et du stock alimentaire à l'intérieur des terres. Du coup, c'était une aberration de faire venir des kits alimentaires du PAM ou autres des États-Unis ou d'ailleurs, alors qu'il y avait une disponibilité et des marchés qui n'étaient pas touchés et impactés par le tsunami dans l'intérieur du pays. Du coup, via le transfert d'argent, on a pu reconstruire finalement assez rapidement des infrastructures, des stocks et approvisionner les marchés qui étaient et finalement les zones qui ont été touchées par le tsunami en donnant cet argent aux personnes affectées qui du coup ont pu se procurer la nourriture qu'elles souhaitaient et disponible sur place. Voilà. Et c'est à partir de là que finalement, depuis une dizaine d'années, on a une vraie promotion et un engagement de la part des bailleurs de fonds et des agences humanitaires qui considèrent de plus en plus que les transferts d'argent sont très adaptés, notamment pour les réponses aux urgences, mais aussi et également pour soutenir le rétablissement des moyens de subsistance. Du coup, ça a été d'autant plus acté, on va dire officiellement, lors du sommet humanitaire mondial en 2016. Et dans les engagements du Grand Bargain, il y en a un certain nombre qui proposent plusieurs axes prioritaires, dont l'augmentation de l'utilisation des transferts monétaires et la coordination de ces derniers. Tout ça dans un objectif de prévention et d'atténuation des risques de catastrophes et de renforcement de la résilience. Donc, c'est vraiment voilà, une tendance à la hausse. Et pour parler en chiffres, justement, de façon très visible, on voit qu'entre 2015 et 2019, le montant consacré aux programmes qui ont utilisé la modalité de transfert monétaire est passé de 2 milliards de dollars à 5,6 milliards de dollars. Donc finalement, c'est une augmentation extrêmement importante et conséquente. Et dans ces 5,6 milliards de transferts d'argent utilisés dans nos programmes, il y a 75% qui ont été distribués directement en espèces aux personnes affectées et 25% en coupons. Et finalement, la part d'augmentation dans l'assistance humanitaire des transferts monétaires est passée de 7,9% à 17,9% en 4 ans. Donc, on voit que c'est vraiment une augmentation très importante chaque année. Après, il faut moduler. Malgré cette augmentation significative, l'utilisation de la modalité, elle reste très inégale en fonction des acteurs humanitaires et des zones d'intervention. Globalement, le Moyen-Orient est par exemple une zone pilote qui est très avancée sur le sujet. Et en 2019, finalement, 63% des fonds destinés au transfert monétaire ont été alloués à des programmes portés par les agences onusiennes, 19% par les programmes du mouvement Croix-Rouge et 18% par ceux des ONG. Donc, voilà, ça reste des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes et avec un peu de recul, même si le monitoring, on va dire, de l'utilisation de ces transferts monétaires et de cette modalité à l'intérieur des différents programmes s'est amélioré depuis un certain nombre d'années. Il y a encore clairement beaucoup d'efforts à faire en ce sens. Et voilà, sans critique aucune, mais juste en constat, on le voit au niveau du mouvement. Quand on nous demande à nous, Croix-Rouge française, de pouvoir dire dans combien de programmes on utilise cette modalité et quel volume monétaire cela représente pour combien de bénéficiaires, tout de suite, ça demande voilà, un petit travail de recherche et de consolidation qui n'est pas forcément toujours disponible. Et ça, on l'imagine à l'échelle de l'ensemble des acteurs. Du coup, il y a clairement une prise de conscience sur le sujet pour s'améliorer et ça ne fait que s'améliorer avec les années. Merci Vincent. Donc 24 projets pour l'instant utilisent la modalité.
Ça, c'était pour le petit volet historique sur la modalité transfert monétaire. Et du coup, l'idée de cette deuxième partie, c'est déjà de définir finalement, quand on parle transfert monétaire, ça signifie quoi? Ça consiste basiquement à donner de l'argent aux personnes ciblées par nos programmes pour qu'elles puissent elles-mêmes, de façon autonome et digne, acheter ce dont elles ont besoin. Et elles sont les mieux placées pour le définir. Tout ça plutôt qu'on vienne à elles pour leur donner des biens en nature qu'on aurait définis au préalable de façon basique via des kits standardisés à grande échelle. Du coup, il y a une certaine, on va dire qu'on va répondre aux besoins les plus spécifiques de chaque ménage plutôt que d'avoir une approche très globale et standardisée à grande échelle. Voilà pour la définition. Quand on parle transfert monétaire, il y a également beaucoup d'idées reçues, de mythes et de peurs peut-être qui viennent à nous. Et du coup, l'idée, ça va être aujourd'hui d'essayer de les déconstruire un peu et de vous en dire un peu plus, sachant que pour le coup, on a la chance dans le milieu humanitaire d'avoir une multitude de think tanks, d'organismes de recherche qui capitalisent énormément et qui font de la recherche opérationnelle, et notamment autour du cash transfert, avec notamment le CALP, pour le citer, qui est l'organisme de référence au niveau international, qui capitalise énormément et qui a pu faire des études à l'échelle de nombreux pays, à l'échelle régionale ou internationale. Du coup, sur cette base-là, on va essayer de déconstruire un peu ces mythes. Mais pour commencer, justement en parlant de ces mythes, je vais vous demander de vous connecter, petite proposition de se connecter à Slido. Donc tout simplement sur vos téléphones portables, vous tapez slido.com dans la barre de recherche. On vous demande un petit code qui est du coup 189 478. Et dans ce slido.com, vous pouvez répondre à la question en un mot ou une expression. Quelles sont selon vous les idées reçues identifiées lors de la mise en place de programmes utilisant la modalité transfert monétaire? Quelles sont les peurs, les risques que vous identifiez, les idées reçues que vous avez entendues ou que vous avez vous-même? À vous la main. S'il y a des questions, n'hésitez pas si ce n'est pas clair. Je vous laisse 2 minutes pour répondre. On va voir ce que ça donne. Vous pouvez mettre plusieurs mots. Hein. En tout cas, le temps que ça se remplisse, n'hésitez pas si vous avez des problèmes techniques ou besoin de conseils dans le chat pour qu'on puisse vous aider. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à en poser ou même à commencer à les noter dans le module pour qu'on puisse y répondre à la fin. N'hésitez pas. Je vous laisse encore 1 minute. Dans le chat, on a une proposition. Les bénéficiaires attendent longtemps. Je rajoute à l'oral. OK. Voilà, on est 22, il y a 22 spectateurs, donc normalement, il devrait y avoir 22 mots ou plus. Je vais rajouter longue attente. Ok, du coup, si je commence à reprendre un peu ce qui vient, on a donc détournement qui vient, qui ressort, on va dire, parmi le panel de mots que vous avez pu marquer. On a, ce n'est pas du vrai argent, pas de contrôle, argent donné sans suivi, contrôle, donc c'était un besoin peut-être de contrôle, longue attente pour les bénéficiaires, jalousie, utilisation abusive, c'est coûteux, utilisation, corruption,
sécurité des bénéficiaires, manque de contrôle sur l'objet des dépenses, les suspicions des autorités administratives, ciblage des bénéficiaires plus vulnérables compliqués, ingérence des autorités. Alors, bon, vu que ça change d'ordre, je ne sais pas ce que j'ai loupé. Globalement, distribution compliquée, dangereuse à mettre en place. Voilà ce qui revient. Alors, c'est assez classique et merci beaucoup pour ces contributions. On va essayer justement de revenir un peu sur ces différents éléments qui rejoignent, on va dire, ce qu'on entend de façon récurrente autour des transferts monétaires. Alors, je suis désolée parce que du coup, mes animations ne vont plus marcher, mais on va y arriver. Donc, globalement, quand on parle des mythes et réalités autour des transferts monétaires, souvent, en effet, on considère que le cash doit répondre à un besoin, à un secteur spécifique, que c'est peu flexible. Au final, il faut vraiment se rappeler que ça reste une modalité, un type, une façon de desservir et de desservir l'assistance auprès des populations affectées. Et finalement, ça permet de répondre à des besoins différents, très différents. Et c'est, on va dire, la force, l'une des forces des transferts monétaires. Donc finalement, il y a une famille qui peut acheter des médicaments pour un enfant malade, alors que l'autre peut acheter des couvertures, l'autre va aller acheter de la nourriture. Et finalement, c'est en fonction des besoins spécifiques à un ménage que les ménages vont pouvoir répondre à leurs propres besoins et non pas bénéficier d'un kit standard dont peut-être un ou deux items vont satisfaire à leurs besoins et qui vont revendre une autre partie pour aller racheter et répondre à leurs propres besoins. Donc finalement, ça remet vraiment les personnes affectées au centre. C'est eux qui sont les mieux placés pour faire le choix eux-mêmes de façon beaucoup plus autonome et de manière plus digne. On parle beaucoup de la dignité et de l'autonomie des bénéficiaires via l'utilisation de cette modalité, notamment quand on est dans des situations de crise et de catastrophe, donc dans les circonstances qui sont très difficiles pour ces populations affectées. Et du coup, ça peut en effet leur permettre, à contrario par rapport à ce qui a pu être dit justement dans vos retours sur Slido, ça peut leur permettre d'épargner de longues files d'attente pour les distributions de biens en nature. Quand on fait des grandes distributions à grande échelle, c'est souvent plusieurs heures d'attente pour des bénéficiaires. Finalement, de recevoir un transfert d'argent par un e-transfert par le mobile ou c'est tombé sur un compte bancaire et on va retirer au guichet quand on a besoin, ça nous évite cette perte de temps. Donc voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, sur le volet en lien avec l'économie locale, ce n'est pas forcément ressorti dans vos indications sur Slido, mais il y a souvent, ce qui remonte, c'est aussi un risque d'inflation. Si on distribue à grande échelle de l'argent dans une zone, il y a un vrai risque d'inflation et du coup, ça peut impacter négativement les marchés et l'économie locale. À tort, en tout cas, les bénéficiaires, ils représentent souvent qu'une petite partie finalement des communautés et on cible souvent les plus vulnérables. Donc, on n'est pas dans des transferts monétaires à échelle massive qui viendraient perturber une économie, d'autant plus quand on a bien fait ces analyses, on va dire ces diagnostics de besoins et les analyses des zones touchées. Donc, il y a bien sûr besoin de réaliser des analyses de marché et d'identifier quelle est la problématique. Est-ce que c'est un problème d'accès aux biens et au marché? Est-ce que c'est un problème de disponibilité de ces biens sur les marchés? Et du coup, quand on a bien fait ces études, finalement, on se dit que ce n'est pas forcément logique qu'une organisation humanitaire viennent donner directement des biens en nature. Si les biens sont disponibles sur zone, pourquoi les acheter et les faire venir d'ailleurs? Et du coup, si les bénéficiaires peuvent les obtenir directement sur les marchés locaux, ça a vraiment tendance à avoir un double impact, et notamment un impact positif sur l'économie locale, puisque ça fait marcher les commerces locaux qui dépensent eux-mêmes les bénéfices qu'ils génèrent par la vente de leurs biens. Donc, ça, voilà, globalement, ça favorise, et c'est prouvé même à grande échelle, l'économie locale. De même, on a tendance à se dire que les transferts monétaires, c'est trop ponctuel, c'est fait à une petite échelle, et finalement, c'est des bonnes réponses aux urgences, mais que ça ne contribue pas forcément au développement d'un pays. Dans des études menées par la FAO à grande échelle sur 6 pays d'échelle nationale en lien avec des programmes, on va dire, de filets sociaux,
On arrive à prouver que finalement, les transferts monétaires favorisent vraiment le développement et notamment les investissements dans les sources de revenus et notamment dans l'éducation des enfants. C'est ce qui revient beaucoup, donc dans les moyens d'existence, dans les moyens de production. On investit dans les zones, par exemple, rurales, beaucoup dans les moyens de production agricoles qui vont faire vivre et qui vont générer finalement un revenu sur le long terme des populations affectées et sur l'éducation des enfants. Et du coup, ça a une tendance plutôt à diminuer le travail occasionnel et à limiter les déplacements pendulaires et saisonniers de certaines populations qui vont travailler dans certaines zones à certains moments. Donc, c'est plutôt positif également en ce sens. Une des autres, des autres idées qui ressort, c'est que finalement, ça permet en tout cas d'éviter la revente des distributions quand on a un kit standard et dont la moitié ne correspond pas aux besoins d'un ménage, plutôt d'avoir une perte de change et qu'on revende finalement une partie du kit, ce qui est vraiment finalement une grosse perte de différence entre le prix de revente et le coût d'achat. Donc pour les programmes humanitaires qui sont quand même, on va dire, limités par les fonds disponibles pour les financer, c'est vraiment une perte économique qui ne fait pas sens. On s'est aperçu notamment sur certaines études que 70% des réfugiés syriens en Irak ont revendu les biens qu'ils avaient reçus quand c'était en nature, qu'ils préféraient largement choisir eux-mêmes ce qui pouvait répondre à leurs propres besoins spécifiques. Du coup, ça évite vraiment un gaspillage et en temps et en argent au niveau des bénéficiaires et des programmes et du coup, éviter d'être plus efficient par rapport aux fonds disponibles donnés des bailleurs vers les ONG, par exemple. Vous l'avez dit, et c'est clairement ressorti dans le Slido, des risques de corruption, de détournement, d'utilisation abusive, de tout ce volet-là. Et souvent, en effet, une des grosses idées reçues, c'est que les bénéficiaires peuvent gaspiller l'argent, l'utiliser dans des cigarettes, dans de l'alcool, et que finalement, c'est détourné voilà, c'est détourné par rapport à ce qu'on souhaiterait nous leur donner. Pareil, hein, je reprends vraiment des études qui ont été faites à large échelle. Globalement, la grande majorité des gens, quand ils sont dans des situations de détresse et de besoins très importants, quand quand on leur donne de l'argent, ils vont être les premiers à répondre à leurs besoins primaires et vitaux et à éviter de gaspiller cet argent dans des situations de crise. Du coup, à grande échelle, les détournements et l'utilisation, par exemple, au niveau de cigarettes et de l'alcool, ça ne représenterait que 1 à 2% des dépenses alimentaires des ménages quand ils l'utilisent. Donc, on voit que même s'il peut y avoir ce type de consommation, ça reste à une échelle extrêmement limitée et que les gens, vraiment, dans des situations difficiles, répondent à leurs besoins primaires et basiques et utilisent correctement cet argent. Bien sûr, il faut moduler et les transferts monétaires, ce n'est pas une solution à tout et ce n'est pas adapté à tous les contextes d'intervention. Ça ne répond pas non plus à tous les besoins de ces personnes affectées. Ça ne remplace pas un vaccin, ça ne peut pas permettre de désamorcer une mine antipersonnelle, ça ne peut pas protéger des civils lors d'une guerre. Donc, ça ne peut pas être consommé directement, on ne mange pas de l'argent, il faut des marchés, il faut des produits disponibles. Donc, bien sûr, il faut adapter et bien analyser le contexte et notamment les marchés pour être certain que la modalité transfert monétaire est un choix pertinent dans le contexte d'intervention. Autre point, c'est revenu aussi dans le Slido, il y a quelqu'un qui disait que c'était en effet coûteux de mettre en place tout un système de suivi monitoring pour justement mettre en place des systèmes de contrôle, d'analyse aussi d'utilisation de ces fonds. Il y a tout un système de suivi monitoring, de contrôle et aussi finalement de coûts, en tout cas au niveau bancaire,
à faire quand on met un programme de transfert monétaire, mais au final, quand on compare par rapport à des coûts utilisés pour réaliser des distributions à grande échelle, on s'aperçoit que la modalité de transfert monétaire est largement moins coûteuse et beaucoup plus, moins chère que tous les frais engendrés et nécessaires à la mise en place de distribution, tels que tout simplement l'approvisionnement, le transport, le stockage des marchandises. Du coup, s'il faut des camions, il faut du carburant, il faut des staffs. Enfin, finalement, c'est toute une chaîne de coûts assez lourds pour organiser des distributions qui sont pas là quand on met en place des programmes de transfert monétaire. Par ailleurs, c'est clairement facilité par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC. Maintenant, on a quand même un choix dans la modalité de transfert qui est quand même très simplifié, et notamment dans certains contextes, pas dans tous, encore une fois, mais via les téléphones portables, les programmes de... je ne trouve pas mon mot. Je vais y arriver. Pas grave. Les programmes à grande échelle d'appui via les gouvernements, via les cartes bancaires, les coupons électroniques, la présence de banques, de guichets. Donc, en fait, il y a quand même une multitude de façons de transférer l'argent qui est facilitée à notre époque et du coup, qui permet de toucher potentiellement un nombre de bénéficiaires quand même à une échelle assez importante et plus importante que quand on est sur des distributions en nature. De même, pour déconstruire un certain nombre de choses, pour la sécurité des bénéficiaires et pour le côté réponse à l'ensemble des besoins, c'est vrai que quand on fait un diagnostic des besoins multisectoriels, les personnes affectées n'ont pas une vision de besoins par secteur et finalement, l'argent peut faciliter ce décloisonnement et ces approches intégrées ou réponse à différents besoins. Quand on a fait une étude dernièrement au Liban auprès de 14 ONG qui utilisent la modalité de transfert monétaire pour 14 types de services différents, on s'aperçoit que finalement, c'est très divers, les types de besoins, que ce soit alimentaire, en abri ou même en assistance juridique, et que finalement, d'avoir une approche globale avec une carte pour répondre à une multitude de besoins, ça reste une modalité du coup qui est très efficace et très efficiente pour répondre à ces besoins spécifiques, larges plutôt. Et du coup, au final, on a plutôt une économie de coûts et de temps, même si on a l'impression peut-être de prendre un peu plus de temps pour préparer les transferts monétaires via certains contrats à faire avec certaines banques ou certains partenaires privés ou financiers pour cadrer justement la modalité et le type de transfert pour toucher ces bénéficiaires. Finalement, après, les transferts, ils vont se faire de façon automatique et on va peut-être avoir du temps de préparation au démarrage du projet, mais après, tout va se faire de façon assez simple et sans besoin de staff et de beaucoup de temps. Ce n'est pas un temps de distribution où on a énormément de logistique et de coûts et de staff à dédier sur ces temps de distribution. Et du coup, finalement, ça permet de gagner du temps pour prioriser sur d'autres types d'activités qui permettent de gagner en qualité, de faire plus d'enquêtes, post-distribution monitoring, d'être un peu plus sur le qualitatif, sur d'autres sujets, avec des activités de routine qui fonctionnent bien via le transfert monétaire. Voilà globalement pour ces mythes et ces réalités. J'espère que ça répond un peu aux questions. Si on résume, finalement, il y a énormément de recherches qui démontrent que l'argent est vraiment plus efficace, plus efficient et plus approprié pour satisfaire les besoins de base des populations. Mais malgré ça, et en dépit de toutes les preuves justement de ces recherches, les transferts monétaires représentent toujours une faible part de l'aide humanitaire mondiale, même si on l'a vu au début, on est dans une constante augmentation et ça ne fait qu'augmenter. Il y a clairement encore une marge de progression. Du coup, voilà, ça permet d'imaginer beaucoup de choses pour la Croix-Rouge française, par exemple. Je vais vous montrer un petit film qui résume bien cela. Alors, je glisse ceci et vous me dites. When a disaster strikes, an increasing number of humanitarian organizations are providing affected populations cash or vouchers to help them recover from the shock. This approach differs from traditional aid, which provides goods such as food, hygiene items, or shelters following an emergency.
These cash-based interventions allow people to meet basic needs and restart their livelihood in a way that maintains dignity, freedom, and respect. Where appropriate, cash can be provided through a range of mechanisms, enabling beneficiaries to spend as they choose, addressing the needs they deem most urgent. Grants can be delivered as hard currency or to mobile phones, bank accounts, post offices, or remittance companies, meaning beneficiaries do not need to stand in long queues to be given whatever goods someone else decides they need. The growing use of technologies such as smartphones provides opportunities for a faster and more efficient cash delivery. Aid can also be delivered via vouchers, which can be exchanged for specific goods or services such as food, water, education, or healthcare. Because money is spent in local markets, cash transfer programs also stimulate local economies, ensuring money spent on a country stays in that country. Since 2010, the European Commission Humanitarian Aid Department has been supporting a partnership between the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, the Cash Learning Partnership, and the British Red Cross, an active member of both organizations. The partnership seeks to encourage more organizations to use cash where appropriate and to ensure the humanitarian community has the skills and knowledge needed for effective cash programming. As a result of this collaboration, the staff of many organizations has been trained. Research has helped to challenge assumptions and gather and disseminate evidence of impact, and several learning events have been held, bringing together governments, humanitarian actors, and the private sector to share experience and good practices. Moreover, key donors and agencies have incorporated cash-based intervention in their strategies and programs. Today, the full potential of cash programming has not yet been reached. More beneficiaries can benefit from cash-based intervention to improve the quality of humanitarian responses. To achieve this, efforts are made to improve the quality of the assessment and the coordination of the various actors. We are many already working for this objective, and with further support of other donors and organizations and further investment in preparedness, we can ensure that aid is delivered quickly and at scale when a crisis strikes. The partners will continue to work together and with other organizations to improve the humanitarian sector's capacity to deliver aid to the people who need it the most. J'espère que ça clarifie un peu les idées, que ça a illustré un peu ce que je vous disais juste avant. N'hésitez pas s'il y a des questions ou des commentaires, hein, bien sûr. Maintenant, je vais rentrer dans la partie, on va dire, un peu plus technique et en la survolant, clairement, hein, pour ceux qui connaissent. Mais l'idée, c'est pas de rentrer dans dans une formation, mais vraiment un peu d'illustrer tout le jargon qui peut tourner autour de la modalité transfert monétaire. Et s'il y a une idée à retenir pour cette présentation, c'est vraiment finalement que les transferts monétaires, c'est un type d'assistance qui peut être utilisé pour répondre à de multiples besoins et dans différents secteurs d'intervention pour protéger et rétablir les moyens de subsistance. Donc finalement, les transferts monétaires, c'est vraiment un outil, ce n'est pas un secteur d'intervention. On peut, via les transferts monétaires, répondre à des besoins en santé, en sécurité alimentaire, en eau, hygiène, assainissement, et voilà, donc en abri, en assistance juridique, en protection, enfin, finalement, énormément de choses. Et du coup, c'est vraiment un type c'est une façon de délivrer l'assistance aux populations affectées. Autour de ça, du coup, il y a un certain nombre de jargons, puisque transférer de l'argent, il y a plein de façons de le faire. Du coup, on va le voir, on va l'illustrer. Quand on parle de la qualification du transfert monétaire, on se demande si le transfert monétaire est inconditionnel ou conditionnel, à savoir qu'avant de recevoir de l'argent, quand on parle de transfert monétaire inconditionnel, c'est qu'il n'y a pas de prérequis ni de conditions pour recevoir l'aide sous forme d'argent, qui peut être d'ailleurs un versement en espèces, par virement bancaire, un versement via un téléphone. Voilà. Et c'est non contributif, donc il n'y a aucune attente de retour et de remboursement de la part des bénéficiaires par rapport à l'argent reçu. Voilà. Quand on parle de transfert monétaire conditionnel, c'est qu'on impose un certain nombre de conditions préalables d'activités ou d'actions spécifiques qui sont exigées pour recevoir l'argent, pour qu'il y ait le transfert. Et du coup, ça, c'est avant la réception, où vous allez vous engager à faire quelque chose
pour pouvoir recevoir l'argent. Un des exemples les plus connus, c'est par exemple la modalité cash for work ou argent contre travail. En échange de l'argent, vous allez devoir travailler et réaliser finalement des tâches pour le bien-être de la communauté. Du coup, souvent, il y a vraiment un double objectif dans la modalité cash for work. D'une part, une réponse à un besoin de liquidité des personnes affectées et une réponse à un besoin dans le cadre d'infrastructures locales pour reconstruire, pour déblayer dans le cas de catastrophes, pour mettre en place des champs communautaires à grande échelle. Voilà, donc on identifie avec les populations affectées des infrastructures communautaires sur lesquelles il y a un besoin de réhabilitation, de travail à faire manuel. Et du coup, en l'échange de ce travail, on va donner l'argent aux bénéficiaires. Donc ça peut sembler assez similaire à un travail de journalier. Et c'est là où il faut vraiment rester très vigilant quand on mène des projets de cash for work, à savoir qu'on travaille non pas avec des journaliers, mais bien avec des bénéficiaires. Et du coup, on n'a pas les mêmes exigences de travail, on n'a pas les mêmes conditions de travail. Et on est là vraiment pour travailler avec des personnes affectées qui ont un besoin d'argent et qui contribuent en même temps à un travail communautaire. Donc, dans la protection et la considération de ces personnes, c'est vraiment très différent que de travailler avec un journalier. Voilà, c'est une petite parenthèse parce qu'on voit des écueils trop souvent sur ce type de projet. Ensuite, quand on parle d'utilisation, il y a différents, voilà, on peut fixer différents types d'utilisation, soit un transfert monétaire dit non restrictif, à savoir qu'il n'y a aucune obligation imposée pour l'utilisation des fonds transférés. Donc, une fois que les gens ont reçu l'argent, ils l'utilisent exactement comme ils souhaitent pour acheter des médicaments, pour acheter des couvertures, pour acheter une porte, une fenêtre ou de la nourriture. Et c'est eux qui décident. Nous, on va monitorer, on va analyser l'utilisation. Mais globalement, ils ont le choix d'acheter ce qu'ils souhaitent et ce dont ils ont besoin. Et ensuite, il y a les transferts monétaires restrictifs, à savoir que là, on impose et on exige, on restreint l'utilisation et les dépenses, le type de dépenses par rapport aux transferts monétaires reçus. Donc là, il y a peut-être pas, il y a des conditions avant réception ou non, mais par contre, pour l'utilisation, on va restreindre et souvent, la façon de restreindre mieux, c'est de donner des coupons qui ont soit une valeur marchande, soit une valeur monétaire. Et du coup, les gens peuvent aller dans un certain nombre de boutiques qui, du coup, leur permet, en l'échange de leurs bons, de choisir un certain nombre d'items dans la boutique. Voilà. Donc, on oriente finalement l'utilisation pour répondre à des besoins qu'on a estimés peut-être les plus prioritaires ou par rapport à notre mandat, ceux auxquels nous, on souhaite répondre parmi d'autres. Et du coup, on oriente l'utilisation et on restreint l'utilisation de cet argent après la réception de l'argent. Voilà. Je ne rentre pas du tout plus dans le détail, juste pour, voilà, je l'ai essayé de le dire dans les exemples, on peut donner de l'argent en espèces ou en coupon électronique, en coupon papier, en espèces via la banque, via du e-transfert par téléphone, via du cash en billets. En fait, il y a plein d'options possibles pour distribuer l'argent. Et en fait, tout ça s'établit en fonction d'un certain nombre de critères et d'analyses qu'on fait au préalable dans le cadre en amont d'un projet quand on définit le type d'assistance, en fonction du contexte, de la culture, de l'acceptation des communautés, bien sûr des marchés, de la disponibilité ou non des produits, etc. Et des nouvelles technologies, de présence de banques, de réseaux téléphoniques. Enfin, il y a un certain nombre de sujets pour adapter au mieux le type de transfert dans un contexte donné. Donc, pourquoi utiliser les transferts monétaires? Il y a un certain nombre d'avantages, on l'a vu, c'est flexible, ça répond à finalement tout type de besoin qu'on peut orienter et spécifier ou non. Il y a une rapidité de mise en œuvre une fois que tout le système est mis en place en amont. Ça peut se faire de façon automatique avec des transferts tous les mois. Il n'y a pas d'activité spécifique de la part de nos staffs. C'est clairement une modalité qui met en valeur la dignité des personnes affectées, qui permet de renforcer leur autonomie et leur pouvoir décisionnel quand on veut remettre le bénéficiaire, donc la personne affectée, au centre de nos projets.
Il y a un rapport coût-efficacité, donc d'efficience qui est prouvé, on va dire. Il y a un effet multiplicateur dans le sens où ça, en plus de satisfaire aux besoins de nos bénéficiaires, ça peut promouvoir et relancer l'économie locale, en tout cas contribuer au bien-être des marchés locaux. Du coup, en effet, ça soutient l'économie locale et il y a en plus une promotion, on va dire, et un soutien fort des bailleurs de fonds à utiliser cette modalité, puisque finalement, pour la même enveloppe budgétaire, on peut potentiellement toucher plus de bénéficiaires puisque c'est plus efficient. Par contre, vous l'avez vous-même dit, et ça reste assez ancré, il y a souvent une peur à aller vers ce type de modalité. Ça peut être détournable, et notamment quand on n'a pas les mécanismes de contrôle mis en place. Ça peut induire des risques sécuritaires si le choix de la modalité n'est pas bien choisi et si on distribue 30 000 $ en petites coupures au milieu d'une route après un travail cash for work. C'est sûr que ça peut induire des risques de braquage. Il peut y avoir des risques de dérèglement du marché quand on est vraiment sur des programmes à très grande échelle et qu'on a mal fait nos évaluations de marché. Ça peut venir les perturber. Il peut y avoir un risque inflationniste du coup en ce sens, et il y a des risques de biais dus aux inégalités de genre. C'est assez important quand on fait un programme de transfert monétaire d'identifier qui, on va dire, a le pouvoir décisionnel et de la gestion monétaire dans un ménage, et du coup qui on cible dans le ménage pour recevoir l'argent. Est-ce que si on le donne aux hommes, ils vont redistribuer aux femmes alors que c'est elles qui ont, on va dire, la charge d'aller faire les courses et d'aller nourrir les enfants? Et du coup, est-ce qu'on ne va pas cibler les femmes dans les ménages pour recevoir les transferts monétaires afin de couvrir les besoins du ménage et des plus vulnérables? Donc ça, c'est un point d'attention. Il y a bien sûr des risques de fraude, mais comme dans tout programme et même sur de l'assistance en nature, il peut y avoir une utilisation antisociale, mais qui reste souvent limitée. Et limitée d'autant plus quand on a bien fait le choix de la sélection des bénéficiaires, on va bien cibler nos bénéficiaires. Et après, c'est de moins en moins vrai. Il peut y avoir certaines réticences de bailleurs, mais potentiellement plus, et vous l'aviez mis dans le slido, de certains agents étatiques ou gouvernements, autorités locales qui sont assez frileuses envers cette modalité. Pour illustrer un peu ce qu'on peut faire à la Croix-Rouge, voilà, en termes de programme utilisant cette modalité de transfert monétaire, je ne vais pas rentrer dans un très grand détail, et d'ailleurs, si certaines personnes travaillant sur ces programmes sont là et veulent en dire plus, n'hésitez pas à compléter. Donc, globalement, pour illustrer, les transferts monétaires, ça peut vraiment, par exemple, contribuer à de la WASH, être au service de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Il y a par exemple 2 programmes en Irak qui ont été menés en utilisant la modalité cash for work, avec du coup 2000 personnes qui ont bénéficié au préalable des jours de travail de 2 jours de formation. Puis, ils devaient travailler 8 jours avec une rémunération totale du coup de 200 $ américains en l'échange du travail fourni pour la communauté. Donc, c'est ce que je disais, ça reprend. Il y avait un double objectif d'injecter des liquidités et de répondre aux besoins en argent pour que les ménages puissent satisfaire à leurs besoins et acheter ce qu'ils veulent pour accéder aux services de base, mais aussi au service de la communauté, de construire et de réhabiliter des infrastructures en eau, assainissement et hygiène, notamment pour améliorer les conditions d'assainissement et d'hygiène. C'était dans un camp de réfugiés déplacés, qui était bien sûr, en plus des infrastructures réhabilitées par les bénéficiaires, il y a eu des activités de campagne de sensibilisation qui ont accompagné ce travail dans le Cash for Work. Voilà. Également, ça peut servir, par exemple, la gestion des risques de catastrophe. On a l'illustration avec 3 projets qui utilisent la modalité de transfert monétaire, qui sont actuellement en cours de mise en œuvre, ou en tout cas l'année dernière, dans le cadre de programme GRC-SAM, notamment le programme Résilience au Niger, où il y avait 2 modalités de transfert. Une partie cash for work, qui là n'était pas un work comme on l'a vu en Irak pour de la WASH, mais là pour réhabiliter des terres abîmées par la sécheresse et par les effets du changement climatique. Donc, en l'échange d'un certain nombre d'accompagnements et de techniques pour remettre, on va dire, en état des terres pour qu'elles puissent être utilisées pour les campagnes agricoles, on a payé les bénéficiaires en échange de ce travail qui contribuait à la communauté. Et en plus, il y a le volet cash sur l'approche FBF, donc le Forecast Based Financing, pour le FBF sécheresse au Niger,
qui était une action basée sur l'anticipation des crises alimentaires. Et du coup, là, on était sur du transfert monétaire restrictif sous 2 formes complémentaires. D'une part, on transférait de l'argent à la Croix-Rouge du Niger, pardon, je me trompe. Il y avait un transfert bancaire de la Croix-Rouge du Niger aux banques céréalières pendant la phase de récolte pour qu'elles puissent justement augmenter leur stock à une période où les prix sont assez faibles et qu'elles aient du coup une capacité d'approvisionnement importante pour anticiper la période de soudure, qui est la période où en gros il n'y a plus de stock au niveau des ménages, de stock de grains et alimentaires au niveau des ménages individuels. Et du coup, comme ce manque apparaît à peu près au même moment pour tout le monde et que par contre la saison agricole suivante n'est pas terminée, on ne peut pas encore récolter, on a un laps de temps en mois qui se passe où il y a une hausse des prix des matières premières et notamment sur les marchés au niveau prix agricole. Et du coup, les ménages les plus vulnérables n'ont alors plus accès à l'alimentation, n'ont plus la capacité de payer pour se nourrir. Donc finalement, pour pallier à ça, deuxième action, distribution de coupons papier aux ménages très pauvres, donc, les coupons papier qui avaient une valeur d'argent, qui du coup peuvent aller se procurer et acheter des céréales dans les banques céréalières, qui sont du coup bien fournies et qui ont un stock important, du coup à une période de soudure précoce où les prix du marché classique sont très élevés, mais du coup ce sont des prix subventionnés, on fait un prix plus bas pour que les ménages très pauvres puissent subvenir à leurs besoins en achetant finalement une partie de ce stock qui est géré par la Croix-Rouge du Niger via les banques céréalières. Donc, c'est vraiment en prévention des périodes de soudure très importantes en lien avec les sécheresses. Et après, on a eu un autre type de projet qui était un projet plus d'urgence de réponse aux inondations au Mali, qui a mis en place des transferts monétaires inconditionnels, donc là où il n'y avait pas de conditions pour recevoir l'argent et pour l'utiliser, donc non restrictifs également, donc pour les ménages victimes des inondations. Et pour terminer, un exemple de transfert monétaire au service de la SAM, donc avec différents projets au Cameroun, notamment financés par ECHO, pour répondre aux populations déplacées, avec des coupons papier à valeur marchande pour l'alimentation des personnes vulnérables durant la soudure. Du coup, on leur distribuait ces coupons, ce qui leur permettait finalement de se procurer des produits alimentaires. Donc, il y avait une sélection et du coup une conditionnalité pour recevoir l'argent. Il fallait être ménage très vulnérable, on va dire, et en situation d'insécurité alimentaire, et restrictif, puisqu'on était sur du coupon, ou qui nous laisse la possibilité de finalement s'approvisionner auprès de certains commerçants en kit alimentaire, mais pour lequel on peut choisir le type d'aliment qu'on souhaite. Et du coup, là, il y a tout un système que nous, on appuie la contractualisation auprès des commerçants et on leur redonne, on va dire, en échange des coupons papier qu'ils ont récupérés, nous, on va les payer en argent. Voilà. Autre exemple du cash pour les moyens d'existence avec du transfert monétaire conditionnel sur toujours les critères socio-économiques et restrictifs dans l'utilisation, à savoir que c'était pour les moyens d'existence, donc de l'espèce distribuée pour être dépensée lors de foires aux intrants et foires aux volailles. Donc voilà, et autres transferts monétaires en espèces pour la reconstitution de stocks alimentaires. Donc c'est un exemple de transfert monétaire conditionnel et restrictif pour les moyens d'existence. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que je vois que le temps file. En conclusion et récapitulatif de tout ça, finalement, quand on parle d'un programme utilisant cette modalité, donc ce type d'assistance, parmi d'autres, finalement, c'est un projet tout à fait classique dans n'importe quel secteur d'intervention. L'idée, c'est bien de faire un diagnostic des besoins des populations, sectorielles ou intégrées ou multisectorielles, et par contre, dans cette phase de diagnostic, d'anticiper qu'on va devoir choisir la modalité la plus adaptée pour répondre aux besoins de nos populations. Et du coup, on va aller chercher un certain nombre d'informations liées à la modalité de transfert monétaire qu'il faudra prendre en compte pour choisir le design de projet le plus pertinent, à savoir des conditions opérationnelles, des capacités communautaires ou les capacités de marché. Donc, faire une analyse de
Quelles sont les conditions sécuritaires? Quels sont les réseaux téléphoniques, le réseau bancaire? Est-ce qu'il y a des guichets en zone reculée? Quelles sont les capacités communautaires? Est-ce qu'il y a une acceptation des communautés pour ce type de modalité d'assistance par rapport aux autorités? Est-ce qu'ils préfèrent en coupon, en espèces, par le téléphone? Est-ce qu'ils ont tous le téléphone ou non? Et du coup, savoir s'il y a une capacité locale à approvisionner les bénéficiaires en marchandises, alimentaires ou non alimentaires, et du coup, faire une analyse de marché poussée en lien avec l'utilisation de cette modalité. Donc, ce sont les spécificités pour un programme de transfert monétaire. C'est un programme tout à fait classique comme un autre, sauf que l'assistance va être délivrée d'une autre façon. Et du coup, il faut se renseigner quelle est la façon la plus adaptée en fonction du contexte d'intervention et des besoins des bénéficiaires. Donc, juste pour illustrer cette notion, je vous montre un deuxième petit film et on s'arrêtera là-dessus. Markets play a central role in the lives and livelihoods of people. Markets are the principal means through which billions of people attain jobs, derive income, and have access to goods and services providing for their most essential needs. Markets are complex systems of human interaction based on the exchange of goods and services that go beyond the local marketplace. For each good and service in a market, there is a system of actors and elements that are interconnected and interdependent. Each one influences the quality, availability, and price. Sudden shocks such as natural disasters and conflict can severely limit the functioning of market systems and marketplaces, which in turn can have a strong negative impact on people's capacity to access basic commodities that are essential for their lives and livelihoods. In order to best assist the disaster-affected population, our emergency response must acknowledge the vital role market systems have on communities and examine how these markets are impacted after a shock. The most appropriate response considers a broad range of options, whether delivered through cash transfers, in kind, or in combination thereof. Options that will best enable the affected population to meet their changing needs and recover after the shock. That is, unless emergency responses are designed with a good understanding of the market system, they may inadvertently damage livelihoods, jobs, and businesses, thus undermining recovery and prolonging dependence on outside assistance. Following a shock or hazard, market assessment analysis should be an integral part of any emergency needs assessment to best identify the most appropriate response and to ensure we do no harm to the very people we're trying to support. Drawing on good practice and existing tools in the humanitarian sector, the Red Cross and Red Crescent movement has developed complementary tools called RAMP, Rapid Assessment for Markets, and MAG, Market Assessment Guidance. The RAM can show rapid and basic understanding of key markets within the first few days of a shock. The MAG shows more detailed market analysis throughout the program cycle to capture the dynamic and continuously evolving market systems. Tools like the RAM and MAG strengthens this analysis by providing market data, ensuring we do no harm when providing relief assistance, and can reveal possibilities for market-based interventions, and identify entry points to best support market recovery, supporting the affected population's return to their normal lives as quickly as possible. J'espère que ça illustre bien ce que j'évoquais sur les marchés. Et du coup, pour continuer, enfin pour aller plus loin pour vous, puisque c'était vraiment une sensibilisation, on va dire, et une introduction à ce que sont les transferts monétaires, je vous présente juste un certain nombre d'outils, de guides et de sources de référence sur le sujet. Donc globalement, le source de référence, c'est le Cash Learning Partnership, ou le CALP, qui est vraiment voilà, une communauté de pratiques inter-ONG et inter-organisations, pas que des ONG, qui travaillent sur le CALP et qui propose un certain nombre de revues, d'analyses pratiques, d'expériences, de e-training, de e-learning, etc. Donc j'ai mis le lien, vous l'aurez,
Il y a un certain nombre de e-learning en ligne et ils proposent aussi une planification de formation de visu en français, en anglais. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. C'est très, très riche. Donc, n'hésitez pas en fonction du type d'information que vous souhaitez. Si c'est programme d'urgence, de développement, si c'est dans un secteur d'intervention, si c'est avec des modalités coupons, des modalités e-transfert. Enfin, il y a à peu près tout ce qu'on veut là-dessus. Autre site de référence qui est le site du mouvement, qui est la boîte à outils pour les transferts monétaires dans les situations d'urgence, voilà, qui est hébergé par le mouvement. Le Cash Hub, bien sûr, de la British Red Cross, qui est du coup le site de référence sur tout ce qui est cash hébergé par la Croix-Rouge britannique, avec toutes les boîtes à outils, pareil, des trainings, des guidance, il y a énormément de choses. Le centre de moyens d'existence qui propose également un certain nombre de formations de base ou plus complètes. Il y a des formations parfois qui se déroulent sur 8 semaines et qui sont l'équivalent du CALP niveau 2, puisque je ne l'ai pas dit, il y a 2 niveaux, on va dire, de formation, je ne sais pas si on peut dire certifiante, mais du coup sur le cash transfert. Il y a le CALP niveau 1, qui est on va dire le basique, les introductions. Et après, il y a le CALP niveau 2. Et le centre de moyens d'existence propose une formation en 8 semaines en auto-apprentissage en ligne qui est l'équivalent du CALP niveau 2 et qui sont les 2 formations qui conditionnent par exemple la participation à une PECT qui est la formation pratique dans des contextes d'urgence pour l'utilisation de cash transfert et qui est organisée par la fédération. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas et il y a possibilité de se former même à distance. Voilà. Et après, il y a des guides de référence, bien sûr, par un certain nombre d'ONG qui sont assez bien faits, et notamment ce guide qui est fait par ACF, qui existe d'ailleurs en français, mais je n'ai pas trouvé, enfin, je n'ai pas remis à jour, pardon, du coup, qui explique de façon très pratico-pratique comment on met en place ce type de projet. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Et que vous pourrez aller plus loin via les différents sites ressources et éventuellement via une formation qu'on pourra peut-être organiser. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est maintenant. Je ne trouvais plus le bouton. Écoute, je pense que c'est extrêmement clair, puisque nous n'avons pas de questions pour l'instant. Et d'ailleurs, on nous signale dans le chat que c'est très clair. J'ai assommé tout le monde pendant l'heure de la digestion. Parfait, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Le module est ouvert. On a encore 25 minutes. En tout cas, merci Cécile pour cette présentation. On me signale également que non, c'était très intéressant. Tu n'as pas assommé tout le monde. En tout cas, comme le disait Cécile, c'est vraiment une introduction un peu appuyée de ces modalités. C'est une partie qui peut être assez technique sur certains aspects, mais pas forcément difficile à mettre en œuvre. Et si jamais, comme le disait Cécile, n'hésitez pas à nous remonter vos intérêts sur le sujet, parce qu'en fonction du nombre de personnes intéressées, participant ou pas à ce webinaire aujourd'hui, n'hésitez pas à en parler autour de vous, suivant le nombre de personnes. Donc là, le message est plutôt pour les personnes qui sont internes à la CRF à ce stade, y compris sur le terrain. N'hésitez pas à nous le signaler pour qu'on puisse organiser éventuellement une formation plus longue, avec plus de détails, des exemples, plus d'illustrations, des petits exercices pour se confronter aux différentes méthodes possibles de mise en place. On a des questions qui arrivent. Est-ce que la boîte à outils, alors la boîte à outils est passée loin, est passée vite pour aller plus loin? Est-ce que c'est possible de réafficher ces slides? Donc, pendant que tu réaffiches les slides là-dessus, on a une autre question sur le module questions-réponses. Est-ce qu'il y a des plateformes particulièrement utilisées pour réaliser ces transferts et quels sont les partenaires incontournables dans ce domaine? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre complètement la question sur le volet plateforme particulièrement utilisée pour réaliser ces transferts.
En tout cas, dans les prestataires incontournables dans le domaine, on va dire que tout dépend du type de transfert qu'on prévoit. Si on passe par un système de coupons papier, on peut le gérer en tant qu'ONG directement. On peut avoir des transferts en espèces qu'on peut gérer directement. Si on passe par un guichet de banque, ça veut dire qu'il faut signer un contrat avec un prestataire financier identifié en fonction des coûts qu'il propose par nombre de comptes bancaires ouverts, par exemple. Donc, en fait, tout va dépendre de la modalité utilisée, mais il y a des prestataires financiers, en effet, par lesquels on passe pour sécuriser et pour aussi se transférer le risque, finalement. On le transfère à certains partenaires qui eux-mêmes s'occupent de distribuer et d'être l'interlocuteur direct des bénéficiaires pour le transfert et la réception de l'argent. Il y a également on va dire des prestataires et en tout cas des entités du privé qui ont beaucoup émergé et qui travaillent en très bonne collaboration avec les ONG, dont l'entreprise Red Rose, qui est une entreprise, je ne l'ai pas mis là dans les slides, c'est vrai, mais qui est une entreprise spécialisée dans les systèmes de suivi, monitoring, justement, et notamment les post-distribution monitoring, donc savoir comment sont utilisés, comment utiliser l'argent, dans quel type de commerce, sur quel type de biens, et est-ce que c'est utilisé dès le transfert pour 80% de l'enveloppe budgétaire et les 20% sont utilisés étalés dans le mois, ou est-ce que c'est plutôt on utilise de façon lissée dans le mois. Enfin, il y a un système de suivi quasiment en live en se connectant pour chaque bénéficiaire avec un système de statistiques, de vision. Donc, c'est très high-tech et c'est du coup géré par cette société. Si vous tapez Red Rose Cash sur Google, je pense qu'il y a des petits films qui montrent très bien comment ça marche. Donc voilà, il y a un certain nombre il y a un panel en tout cas d'acteurs qui tournent autour de l'utilisation de cette modalité, mais tout dépend comme je l'ai dit, c'est très vaste. Transfert monétaire, ça veut dire beaucoup de choses. Si c'est en coupon en espèces, et le coupon et l'espèce, ça peut être sous différentes formes. Donc tout dépend du choix qu'on va faire. Et du coup, on va choisir un prestataire ou un partenaire adapté en fonction de ce choix. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, je pense que ça a répondu à la question. Je crois, Cécile, que sur le site de la Croix britannique que tu présentais, je crois, à la slide d'avant, il y a toute une partie sur les partenaires de mémoire qui est assez, qui reprend un peu sur ça aussi. Je vais y arriver, ouais. Ça peut aider. Oui, il y a énormément de choses. Ouais. Et les kits, il y a une partie qui est en anglais, une partie en français. Enfin, il y a pas mal de choses. Voilà, on te remercie pour la présentation dans le chat. Merci à vous. Claire et concrète. Et c'était vraiment enrichissant et clair. Bon, écoutez, je ne sais pas s'il y a... Je vais laisser 2 minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Mais sinon, on termine plus tôt. Autre question, est-ce que la Croix française en Guinée envisage dans les années à venir d'utiliser ces outils, en Guinée notamment? C'est une très bonne question et qu'il faudrait voir avec la Guinée. En tout cas, tout est possible. Ça reste un projet comme un autre, c'est ce que je disais. C'est juste une façon de délivrer l'aide. Du coup, il faut juste le prendre en compte dans les options d'assistance. Et du coup, plutôt que même par exemple pour promouvoir des campagnes de vaccination, on peut dire vous venez faire vacciner votre enfant et du coup en échange on nous donne du cash en sélectionnant les plus pauvres. Du coup sur des critères de vulnérabilité, on peut pour faire du référencement en nutrition, vous venez faire la pesée de votre enfant et la petite visite, on fait le bilan avec votre enfant et du coup vous aurez un bon. Enfin, voilà, il y a plein de façons de penser pour stimuler certaines choses ou tout simplement pour répondre aux besoins directs qu'on a identifiés. Donc, en fait, voilà, tout est envisageable et du coup, il faudrait voir avec la Guinée, mais on peut les appuyer en tout cas. En tout cas, pour toutes les personnes sur le terrain de l'ensemble des sociétés nationales qui sont connectées, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos homologues ou interlocuteurs de la délégation de la Croix-Rouge française sur le terrain pour en échanger et dire que vous avez suivi cette introduction, que vous trouvez ça intéressant et que c'est l'occasion peut-être d'envisager
des nouveaux projets, alors soit sur des nouvelles modalités, soit des nouveaux projets dédiés. Et pourquoi pas, on espère, ça pourra aussi également se développer en partant de vos propositions. Je vous le redis, mais le webinaire est enregistré et on le mettra sur le portail avec les autres webinaires d'ici ce soir ou demain matin. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, à le partager également aux personnes qui souhaiteraient également le revoir. On a une nouvelle question. A-t-on un cadre pour faciliter le diagnostic sur le terrain et voir si le transfert monétaire est le bon moyen de réponse? Oui, il y a plein d'outils qui existent pour faire ça. Et notamment le Calp est un site de référence pour aller rechercher par exemple les diagnostics initiaux, mais il faut penser que c'est vraiment un diagnostic de besoin comme on fait classiquement dans n'importe quel projet, et que dans un projet par exemple de réponse en fonction de notre mandat en santé ou en GRC, on peut se dire que la modalité de transfert monétaire peut être intéressante sur un type d'activité, mais ça ne veut pas dire que tout le projet, c'est forcément du cash sur l'ensemble des activités. Ça reste toujours un mix et une complémentarité d'activités qui utilisent une assistance directe. Voilà, on va vous accompagner, peut-être vous distribuer des médicaments, et peut-être il y a des besoins de liquidité pour les plus pauvres ou pour certaines familles de patients ou accompagnantes, et du coup, on va, pour stimuler la venue et éviter, par exemple, le désistement à certains programmes de santé, on va influer et stimuler une visite mensuelle au centre de santé via un coupon ou un kit alimentaire ou autre. Donc, en fait, c'est toujours une complémentarité d'assistance pour toujours répondre à un objectif comme dans un projet normal. Ce n'est pas un projet autre qu'un projet de transfert monétaire, c'est un projet qui répond à des besoins qu'on a analysés, donc avec les outils d'analyse de diagnostic multisectoriel classiquement. Et par contre, c'est ce que je disais, il va falloir aller vérifier un certain nombre d'autres éléments complémentaires pour envisager cette modalité. Et là-dessus, vous avez des guides très bien faits sur le site du CALP. Du coup, je pourrais éventuellement vous aider à les chercher, mais en tout cas, vous trouverez tout sur le site du CALP. J'espère avoir répondu à la question. Encore des remerciements pour cette belle présentation très claire. Une nouvelle question à propos des plateformes. En plus des opérateurs privés dont Red Rose, je cite la personne qui pose la question, on m'aurait parlé également de Scope avec le PAM. As-tu plus d'infos là-dessus? Eh bien, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas tout et je n'ai jamais entendu parler de ces plateformes Scope avec le PAM. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais je pourrais chercher. Après, il faut savoir qu'au niveau de chacune des délégations, on a, enfin, en tout cas d'un certain nombre de délégations de la Croix-Rouge française, on a passé des accords avec la Croix-Rouge, enfin, pas nous directement, mais certaines sociétés nationales sont accompagnées par la Croix-Rouge britannique pour être cash ready. Et du coup, il y a un accord qui a été signé entre la Croix-Rouge britannique et ces sociétés nationales pour les accompagner techniquement sur le moyen terme pour justement être opérationnels dans la mise en œuvre de programmes utilisant cette modalité. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renseigner si la SN partenaire est accompagnée par la Croix-Rouge britannique. Et nous, Croix-Rouge française, nous pouvons tout à fait solliciter les cash focal points et on va dire les référents techniques cash de la Croix-Rouge britannique qui sont tout à fait disposés à répondre à nos questions, nous, Croix-Rouge française. Donc, on a vraiment cet appui technique au niveau régional ils sont basés à Dakar et ils connaissent très bien nos partenaires SN. Donc, vraiment, n'hésitez pas s'il y a un intérêt ou s'il y a des questions techniques sur le sujet. On a quand même des référents techniques sur le terrain qui sont très bien placés. Parfait. Alors, j'ai également du Niger. Est-ce qu'il y a une adhésion alors, pardon, excuse-moi, j'ai lu un peu rapidement la question. Avec ton expérience au Niger, est-ce qu'il y a une adhésion nette des communautés avec le transfert monétaire conditionnel? Plutôt centré sur le cadre au Niger.
Alors, pour être honnête, ce n'est pas moi qui ai suivi directement le projet au Niger et j'ai capitalisé, et on m'a fait remonter ces expériences. Donc, je ne peux pas dire précisément pour ce programme au Niger, mais a priori, j'imagine qu'il y a eu toute une évaluation et un diagnostic avec les communautés qui a été fait. Et que du coup, si la modalité de transfert monétaire conditionnel a été choisie, c'est que c'est la plus appropriée pour répondre aux besoins dans le cadre de ce programme. Encore une fois, on essaye de répondre aux besoins dans un contexte donné et dans une situation de façon la plus adaptée. Donc, j'imagine que ça a bien été pensé et monté et que ça répond en ce sens et que la conditionnalité a été fixée voilà, en fonction de ce contexte. Je suis désolée, je ne peux pas aller plus dans le détail. Mais voilà, peut-être une prochaine fois aussi, s'il y a une sollicitation et un besoin, une envie, on pourrait demander aux gens qui ont travaillé sur ces programmes de témoigner et d'aller un peu plus dans le détail. C'est quelque chose qui peut être envisagé. A priori, pas de nouvelles questions. En tout cas, merci encore Cécile pour la présentation et pour avoir répondu à ces questions. Donc, le webinaire sera le replay en ligne dans quelques heures et également l'adresse internet, l'adresse email webinaire au pluriel @expertiseinternationale.net si vous avez des questions. Cécile se fera un plaisir de se pencher dessus si vous en avez ou si vous avez besoin d'appui ou autre, n'hésitez pas. Merci à tous en tout cas.